Les hommes qui poursuivent une multitude de femmes peuvent aisément se répartir en deux catégories. Quand ses amis lui demandaient combien de femmes il avait eues, il faisait une réponse évasive et, s'ils insistaient, il disait « ça doit faire dans les 200 ». Quelques envieux affirmaient qu'il exagérait. Il se défendait. « Ça ne fait pas tant que ça, mes rapports avec les femmes durent à peu près depuis 25 ans. Divisez 200 par 25, vous verrez que ça fait à peu près 8 femmes nouvelles par an. Ce n'est pas tellement. » Mais depuis qu'il vivait avec Teresa, son activité érotique se heurtait à des difficultés d'organisation. Il ne pouvait lui réserver qu'une étroite bande de temps qu'il exploitait certes intensément, mais qui ne pouvait se comparer à l'espace de 16 heures dont il avait soudain reçu l'aubaine. Que cherchait-il chez toutes ces femmes? Qu'est-ce qui l'attirait chez elles? L'amour physique n'est-il pas l'éternelle répétition du même? Nullement. Il reste toujours un petit pourcentage d'inimaginables. Quand il voyait une femme tout habillée, il pouvait évidemment s'imaginer plus ou moins comment elle serait une fois nue. Ici, son expérience de médecin complétait l'expérience de l'amant. Mais entre l'approximation de l'idée de la précision de la réalité, il subsistait une petite lacune d'inimaginable. Et c'était cette lacune qui ne le laissait pas en repos. Et puis, la poursuite de l'inimaginable ne s'achève pas avec la découverte de la nudité. Elle va plus loin. Quelle mine ferait-elle en se déshabillant? Que dirait-elle quand il lui ferait l'amour? Sur quelle note seraient ses soupirs? Quel rictus viendrait se graver sur son visage dans l'instant de la jouissance? L'unicité du moi se cache justement dans ce que l'être humain a d'inimaginable. On ne peut imaginer que ce qui est identique chez tous les êtres, que ce qui leur est commun. Le moi individuel, c'est ce qui se distingue du général, donc ce qui ne se laisse ni deviner ni calculer d'avance, ce qu'il faut d'abord dévoiler, découvrir, conquérir chez l'autre. Thomas, qui pendant les 10 dernières années de son activité médicale s'était occupé exclusivement du cerveau humain, savait qu'il n'est rien de plus difficile à saisir que le moi. Si on pouvait l'exprimer arithmétiquement, il y a entre eux un millionième de dissemblables et 999 999 000 millionièmes de semblables. Thomas est obsédé du désir de découvrir ce millionième et de s'en emparer, et c'est cela, à ses yeux, le sens de son obsession des femmes. Il n'est pas obsédé par les femmes, il est obsédé par ce que chacune d'elles a d'inimaginable, autrement dit, par ce millionième de dissemblables qui distingue une femme des autres. Peut-être que sa passion de chirurgien rejoignait ici sa passion de coureur. Il ne lâchait pas le scalpel imaginaire, même quand il était avec ses maîtresses. Il désirait s'emparer de quelque chose qui était profondément enfoui à l'intérieur d'elle-même, ce pourquoi il fallait déchirer leur enveloppe superficielle. On est évidemment en droit de se demander pourquoi il n'allait chercher que dans la sexualité ce millionième de dissemblables. Ne pouvait-il le trouver, par exemple, dans leur démarche, dans leur goût culinaire ou dans leurs préférences esthétiques? Bien entendu, ce millionième de dissemblables est présent dans tous les domaines de la vie humaine, seulement il y est partout publiquement dévoilé. On n'a pas besoin de le découvrir, on n'a pas besoin de scalpel. Qu'une femme préfère le fromage aux pâtisseries et qu'une autre ne supporte pas le chou-fleur, c'est certes un signe d'originalité, mais on voit immédiatement que cette originalité-là est tout à fait insignifiante et vaine, et qu'on perdrait son temps en s'y intéressant et en y cherchant une valeur quelconque. C'est seulement dans la sexualité que le millionième de dissemblables apparaît comme une chose précieuse, car il n'est pas accessible publiquement et il faut le conquérir. Il y a encore un demi-siècle, ce genre de conquête exigeait beaucoup de temps, des semaines, parfois même des mois. Et la valeur du conquis se mesurait au temps consacré à le conquérir. Même aujourd'hui, bien que le temps de la conquête est considérablement raccourci, la sexualité apparaît toujours comme le coffret d'argent où se cache le mystère du moi féminin. C'était donc non pas le désir de volupté, la volupté venait pour ainsi dire en prime, mais le désir de s'emparer du monde, d'ouvrir au scalpel le corps gisant du monde, qui le jetait à la poursuite des femmes. Les hommes qui poursuivent une multitude de femmes peuvent aisément se répartir en deux catégories. Les uns cherchent chez toutes les femmes leurs propres rêves, leur idée subjective de la femme, les autres sont mus par le désir de s'emparer de l'infinie diversité du monde féminin objectif. L'obsession des premiers est une obsession romantique. Ce qu'ils cherchent chez les femmes, c'est eux-mêmes, c'est leur idéal. Et ils sont toujours et continuellement déçus parce que l'idéal, comme nous le savons, c'est ce qu'il n'est jamais possible de trouver. Comme la déception qui les pousse de femme en femme donne à leur inconstance une sorte d'excuse mélodramatique, bien des dames sentimentales trouvent émouvante leur opiniâtre polygamie. L'autre obsession est une obsession libertine, et les femmes n'y voient rien d'émouvant.
Du fait que l'homme ne projette pas sur les femmes un idéal subjectif, tout l'intéresse et rien ne peut le décevoir. Et précisément cette inaptitude à la déception a en soi quelque chose de scandaleux. Aux yeux du monde, l'obsession du baiser libertin est sans rémission, parce qu'elle n'est pas rachetée par la déception. Comme le baiser romantique poursuit toujours le même type de femme, on ne remarque même pas qu'il change de maîtresse. Ses amis lui causent de perpétuels malentendus car ils ne perçoivent pas de différence entre ses compagnes et les appellent toutes par le même nom. Dans leur chasse à la connaissance, les baisers libertins, et c'est évidemment dans cette catégorie qu'il faut ranger Thomas, s'éloignent de plus en plus de la beauté féminine conventionnelle, dont ils sont vite blasés, et finissent immanquablement en collectionneurs de curiosités. Ils le savent, ils en ont un peu honte, et pour ne pas gêner leurs amis, ils ne se montrent pas en public avec leur maîtresse.